Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la digitalisation RH et de l'expérience collaborateur. Je suis Fabien Soyer, chef de projet média chez Parlons RH et chez moi qui va avoir le plaisir d'animer cette table ronde ce matin. Une table ronde co-organisée avec Digipost. Alors ce matin, on va parler de la façon dont la digitalisation RH peut être un outil au profit de l'expérience collaborateur. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui ce matin. Nous avons aussi avec nous Mélanie Croisier, leader expérience collaborateur de Leroy Merlin. Bonjour Mélanie. Et Bertrand Dolbeau, directeur produit et marketing de Digipost. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Alors merci à vous tous d'être là aujourd'hui pour partager avec nous votre expertise. Nous sommes ensemble pour 1 heure, donc 45 minutes pendant lesquelles chacun va intervenir et échanger, et 15 minutes de questions-réponses. Des questions aussi que vous pouvez poser dans l'onglet questions en bas de votre écran et auxquelles nous allons répondre pendant la table ronde et dans le dernier quart d'heure de cet événement. Voilà, alors d'abord on va poser les bases avec toi Thomas. Tu vas nous présenter un peu l'état de la pratique de l'expérience collaborateur et aussi de la digitalisation qui est liée à cette expérience collaborateur. Mais avant toute chose, comment est-ce que tu définirais l'expérience collaborateur? Parce que c'est… Alors, je ne prétends pas du tout à une définition académique, je ne détiens pas la vérité, donc à chacun, à mon avis, de se faire sa part de vérité. Mais comme on est sur un webinaire sur cette thématique, moi, je vous propose de partager tous à peu près la même conception de cette démarche. Alors, l'expérience collaborateur, en fait, ça porte bien son nom, c'est ce que vit un collaborateur dans son cadre, dans sa dynamique de collaboration. Alors, pour être un petit peu plus précis, c'est l'ensemble du vécu, de ses perceptions, même de ses émotions, dans l'ensemble des interactions, tant dans les moments forts de son parcours professionnel, évidemment son recrutement, mais même avant, évidemment son départ, mais aussi un peu après. Et puis, ce qu'on entend par moment fort, c'est une promotion, une mobilité, une belle augmentation, une formation qui marque. Voilà, ça, c'est les moments forts. Donc, tant dans ces moments forts-là que dans les moments les plus simples, les plus prosaïques de la vie professionnelle, quand on prend un café avec un collègue, quand on échange avec son manager, avec son N+1, son N+2. Voilà, l'expérience collaborateur, c'est tout ça, c'est l'ensemble de ce vécu-là. En fait, ça concerne deux dimensions, la dimension matérielle du travail, les conditions de travail, l'environnement de travail, et les conditions plus immatérielles, quelle est la culture, quelle est la culture managériale, la culture de l'entreprise. En fait, il y a autant d'expériences collaborateurs que de collaborateurs, autant d'expériences collaborateurs que d'entreprises, donc on voit qu'elle est assez diverse. Elle est presque unique, voilà, entreprise. Donc, mais en fait, il y a un objet qui relie toutes les expériences collaborateurs entre elles, c'est le travail. Et en fait, l'expérience collaborateur, elle se nourrit de 4 dimensions liées au travail. Les conditions de travail, j'en ai parlé. Le contenu du travail, le sens, on en parle beaucoup du travail, quelle utilité je tire de mon activité professionnelle, et bien sûr, un élément indispensable, un des 4 piliers, les relations de travail. Voilà ce qu'est l'expérience collaborateur. Je ne veux pas trop développer. Il faut juste retenir, à mon avis, qu'on est dans le domaine de la perception et que la perception est une réalité. Voilà. Ce n'est pas une réalité factuelle, tangible, mais c'est une réalité vécue par les collaborateurs. Est-ce que tu peux peut-être nous dire du coup quel est l'état de la pratique en matière d'expérience collaborateur dans les entreprises? Alors, on fait un baromètre chaque année, il est ici, il est téléchargeable sur notre site gracieusement sur justement l'expérience collaborateur pour mesurer l'évolution de la pratique. On va attaquer la 6e édition, donc dans la 5e édition, l'édition 2022. On atteint un seuil fatidique, alors on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé, de 50% d'entreprises qui ont initié ou déployé une démarche d'expérience collaborateur. Autrement dit, la majorité. Alors on pourrait voir le verre d'eau à moitié plein et à moitié vide. Le verre d'eau à moitié plein, l'aspect positif des choses, c'est qu'il y a 3 ans, on était à 25%
Donc, on est à un taux d'équipement, un taux de mise en œuvre qui est extrêmement soutenu. Je crois que rarement la fonction RH s'est appropriée une démarche avec autant de rapidité. On est sur un taux d'équipement qui est j'utilise le taux d'équipement, mais le taux de mise en œuvre, de mise en pratique qui est de 8%, de 7 à 8% par an. C'est extrêmement important. La crise Covid a contribué fortement à cela, l'hybridation du travail, le télétravail, le fait de se soucier des collaborateurs. Donc, une démocratisation très forte des entreprises sur le sujet, qui est un peu portée par les grandes entreprises. On est à 56% des entreprises, plutôt de 56% des grandes entreprises, enfin des entreprises de plus de 1000 salariés versus 46% des entreprises de moins de 1000 salariés. Vous voyez, il y a 10 points d'écart. Alors, ce n'est pas énorme, ce n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. On n'a pas 90% des très grandes entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur et 10%. Donc, il y a un écart, mais qui se comble d'année en année vers une espèce de point de convergence. Par mimétisme entrepreneurial, par les porosités de l'entreprise, des grands groupes vers les belles ETI, vers les ETI, vers les PME et vers les TPE. Donc ça, une dynamique très soutenue. On est enfin passé du discours aux actes, si je puis dire, dans la croyance. On est devenu de croyants à pratiquants en l'expérience collaborateur. Et puis, on pourrait avoir la version plus sombre, quel verre d'eau à moitié vide, où se dire, mais il y a encore 50% des entreprises. En 2022, un quart du siècle s'est écoulé presque, et on est encore à se poser des questions si on est dans le command and control ou dans l'autonomie, la responsabilité, la confiance. Quand on regarde un petit peu plus en détail celles qui ne pratiquent pas l'expérience collaborateur, en fait, la frange, on va dire des réfractaires, c'est comme ça que nous, on les qualifie, parce qu'on pose un certain nombre de questions pour dire est-ce que vous voulez y aller, est-ce que vous y allez, est-ce que vous voulez y aller, etc. Et donc, quels sont les freins? En fait, la frange des réfractaires n'est que, c'est énorme, de 17%. Et c'est assez stable. En fait, sur les années précédentes, on est pareil, on était sur une frange de personnes qui ne pratiquent pas l'expérience collaborateur, d'entreprise, pas de personnes, et qui ne souhaitaient pas y aller. Non, je ne changerai rien à mon organisation de travail. Non, ce que vivent les collaborateurs ne m'intéresse pas et n'ont pas d'impact sur mon business. Donc, en fait, on devrait, d'ici quelques années, si on file le trait, être à 83%. Donc, le verre va se remplir et laisser cette frange un peu du monde d'avant, ne pas prendre le virage qui convient, qui est le virage de l'expérience collaborateur et du digital que tu as évoqué en introduction. Et en parallèle, du coup, quel est l'état de la digitalisation RH liée à cette expérience collaborateur? Alors, en fait, ça nourrit un peu le verre. Ça nourrit le verre à moitié vide. C'est une expression un peu bizarre. C'est assez ambivalent les résultats, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique très soutenue, mais on a encore beaucoup de retard sur un certain nombre de sujets. Je parle que du marché français là, et notamment sur le taux d'équipement en solutions digitales. En fait, quand on regarde, alors quelle que soit la taille d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, la majorité des entreprises ne sont pas équipées en solutions digitales pour alimenter, supporter, conforter, développer cette expérience collaborateur. Je parle bien de la majorité des entreprises, y compris les très grandes. C'est-à-dire, est-ce que vous mesurez la qualité de vie du travail, le bien-être des collaborateurs? Majoritairement, la réponse est non. Est-ce que vous la mesurez avec une solution digitale? Majoritairement, la réponse est non. Est-ce que vous collectez les attentes des collaborateurs pour leur évolution professionnelle, pour leur dynamique de développement des compétences, leur formation? Majoritairement, la réponse est non. Est-ce que, par exemple, vous vous souciez de l'expérience candidat? On est en pleine guerre des talents et qui va s'accentuer, qui va s'exacerber. Et donc, il est intéressant de savoir comment vivent, perçoivent, ressentent les candidats dans le process de recrutement. Si on ne mesure pas leur point de vue, il est sûr qu'on ne va pas se corriger. Et là, on est à moins de 10% des entreprises qui ont mis en place une solution qui permette de recueillir ces attentes-là. Donc, sur l'axe du digital, or pourtant la société est digitale, on est dans un monde digital, on fait une vision conférence qui est en digital. Là, il y a un écart assez important, assez criant. Alors, je ne jette pas forcément la pierre au DRH. Je sais que les professionnels RH ont pléthore de chantiers, pléthore de sujets à adresser. Mais en fait, ça a toujours été un petit peu la dernière roue du carrosse. Je parle du digital.
Et là, il faut vite reconnecter l'entreprise, en fait, dans les deux sens du terme, reconnecter au sens premier, au sens de la technologie, mais reconnecter aussi auprès des collaborateurs pour rentrer dans cette dynamique de marque employeur. Je terminerai juste mon propos par une petite citation que j'aime bien, je l'ai revue tout à l'heure et je me dis, tiens, ça peut coller à notre propos. C'est d'Edgar Morin qui dit, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et je crois qu'on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, il est urgent de nous concentrer sur l'essentiel de notre mission de professionnel RH, qui est probablement le R de la relation, et de rentrer. Et le D de DRH, c'est peut-être celui du digital aujourd'hui qui nous fait défaut. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et laisser des commentaires donc, dans l'onglet questions en bas de votre écran. Mélanie, ce que Thomas vient de nous expliquer te parle peut-être. Du coup, tu vas pouvoir nous apporter tu vas pouvoir nous apporter ton retour d'expérience en la matière. En tant que leader du pôle expérience collaborateur chez Leroy Merlin, quelle tendance perçois-tu en la matière? Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est en fait de quoi on parle quand on parle de digitalisation de l'expérience collaborateur. En fait, on peut se dire qu'il y a des sujets de coffre-fort numérique, de signature numérique, et que ça, ce sont des éléments de socle, ce sont des must-have. Quand on parle de digitalisation, ça peut être la digitalisation de certains actes. Par exemple, je fais ma note de frais. On peut parler également de digitalisation de processus. Par exemple, le processus de recrutement, le processus d'intégration, avec l'interfaçage qu'il peut y avoir entre ces processus. Et de manière sous-tendue, en fait, on voit qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui autour de la data pour pouvoir piloter, pour pouvoir prendre des décisions qui soient le plus avisées possible. Et finalement, dans les sujets d'aujourd'hui et de demain, on peut regarder aussi l'utilisation des chatbots et puis l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, la deuxième question, ça peut être de dire, et OK, et dans tout ça, finalement, j'ai des choses qui existent sur le marché, et qu'est-ce que je dois choisir? Et on voit que cette palette, aujourd'hui, s'élargit sur le marché avec, d'un côté, des offres de grands éditeurs qui vont avoir un spectre très, très large. Et puis, à côté, on a des startups qui offrent un certain nombre de produits spécifiques et sont souvent très bien foutus. Ça, c'est du point de vue de l'entreprise. Maintenant, si on se place du point de vue du collaborateur, ce qu'on peut constater, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a une accélération de l'appropriation. En fait, il y a eu le Covid, le passage au travail en mode hybride. Eh bien, ça a accéléré de manière indéniable la digitalisation et son appropriation. On le voit aujourd'hui, de manière collective, on a cranté dans les compétences digitales. Je fais référence, par exemple, à Teams ou chez Leroy Merlin, par exemple, la suite Google. On sait qu'on a fait en 2 mois ce qu'on avait initialement prévu en termes de déploiement en 12 mois dans l'appropriation de cette suite. Première chose, une accélération. Et la deuxième chose dans les tendances, eh bien, c'est une vraie tendance à avoir le minimum d'apprentissage possible. En fait, les attentes des collaborateurs, elles ont évolué et ils souhaitent avoir dans leurs outils professionnels, en fait, autant de fluidité d'expérience que celle qu'on peut avoir dans l'utilisation personnelle au quotidien. C'est un minimum de clics et c'est un véritable enjeu sur le côté intuitif, encore une fois, avec cet apprentissage réduit au minimum. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont vous avez abordé le sujet chez Leroy Merlin, justement? Alors, avec plaisir. En fait, le pôle expérience collaborateur chez Leroy Merlin, il s'est mis en place il y a 2 ans et demi. Sachant que l'expérience collaborateur, elle existait déjà puisque Thomas vient de nous l'expliquer. En fait, l'expérience collaborateur, c'est ce que vit et va ressentir le collaborateur dans toutes les interactions qu'il va avoir avec l'entreprise. Et donc, le sujet, c'est bien comment est-ce qu'on va faire pour améliorer l'expérience collaborateur. Et donc, il y avait plein de choses qui existaient avant la création de ce pôle, et notamment au travers de notre culture, avec le souhait chez Leroy Merlin d'avoir une expérience humaine. Et ça se positionne véritablement en symétrie de l'expérience client, de la relation client, avec un principe clé qui est d'avoir l'humain au cœur. Et donc, toute cette digitalisation, elle doit venir au service d'une expérience collaborateur humaine qui fait écho à la culture d'entreprise. Alors concrètement, comment on a procédé dans
finalement, les étapes clés, il y en a 3. La première, en 2020, ce qu'on a commencé par faire, c'est par mettre en place un dispositif d'écoute des collaborateurs, avec une enquête trimestrielle auprès de nos 28 000 collaborateurs. Et ça, c'est véritablement la base. En fait, c'est écouter pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qu'aiment nos collaborateurs, et savoir aussi où sont les dysfonctionnements, de manière à pouvoir se mettre en action derrière, au niveau local comme au niveau national. Deuxième étape, en 2021, ça a été tout un travail autour du parcours collaborateur, avec l'ambition d'avoir un parcours collaborateur 5 étoiles. Donc, comment ça se passe ? Première étape, c'est de le dessiner. Et ce parcours collaborateur, en fait, c'est un parcours candidat, collaborateur, ex-collaborateur. Et derrière, de mettre en place, deuxième étape, une organisation pour pouvoir adresser chacune des briques du parcours. Le recrutement, l'intégration, la mission, le développement, l'évaluation, la mobilité, le quotidien, la vie en entreprise, le départ et puis après le départ. Sur chacune de ces briques, il y a une personne qui a été identifiée et qui est responsable, qui est accountable. Et l'idée, sur chacune de ces briques, c'est en premier lieu de poser la stratégie. C'est qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux collaborateurs, faire les écoutes dont on a parlé précédemment. Deuxième étape, c'est de venir poser le process. Quels sont les rôles et responsabilités associés ? Et viennent ensuite, et seulement ensuite, la dimension outil. L'outil est bien un moyen et pas une fin en soi. C'est lui qui doit permettre de fluidifier et simplifier la vie du collaborateur. Et la troisième et dernière étape, en 2023, c'est un travail, au-delà de ces deux précédentes qui continuent, sur le côté 5 étoiles, sur la singularité de l'expérience collaborateur, les points qui vont être différenciants. Quelle bonne pratique en matière de digitalisation RH pour améliorer l'expérience collaborateur tu retiens ? C'est des bonnes pratiques. Alors, on pourrait en retenir 4. Le premier, c'est de bien penser cette digitalisation au service d'eux, et pas une digitalisation pour la digitalisation. Donc, ça va être de bien poser le sujet, bien penser le sujet. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est de partir des besoins des collaborateurs et d'avoir une approche qui soit UX, d'être collaborateur-centrique, et vraiment se mettre dans les conditions d'utilisation. On sait que dans les entreprises qui travaillent dans les bureaux, on va plutôt être sur un PC. En magasin ou en entrepôt, ça va être avec le smartphone. Et chez Leroy Merlin, on a doté les collaborateurs, les 28 000 collaborateurs de smartphones, qui a été un investissement qui sert l'expérience client, mais qui va servir également l'expérience collaborateur en symétrie des attentions. Et c'est d'être au clair sur les objectifs qu'on se donne. C'est de bien poser le process avant de digitaliser. Derrière le bien penser le sujet, deuxième étape, ça va être de bien accompagner le sujet. Il y a une dimension change, il y a un volet accompagnement au changement pour faire en sorte que ces nouveautés elles soient bien appropriées par les collaborateurs. Et ce n'est pas parce qu'on a communiqué que c'est compris. Et donc, ça passe par exemple chez Leroy Merlin par la mise en place de relais locaux, des coachs digitaux en magasin, par exemple. Troisième point, il est plus relatif à l'agilité. C'est comment est-ce qu'on fait pour créer de la valeur et vite. C'est le think big, start small, et c'est de mettre en place des éléments qui vont créer de la valeur tout de suite. Un exemple, on va se doter d'un outil pour pouvoir digitaliser tout le processus d'intégration. On n'a pas attendu, on a déjà mis en place en fait des Trello qui permettent de digitaliser dans une moindre mesure, mais de digitaliser quand même cette partie intégration. Et je terminerai par le fait de tester les usages avant de les généraliser. Par exemple, on a testé l'année dernière l'utilisation d'un chatbot pour pouvoir répondre à toutes les questions que se posaient les collaborateurs concernant l'actionnariat. On a testé, on a appris et maintenant on peut élargir le périmètre sur d'autres questions en 2023. Avec l'objectif de faire de ce chatbot, qui est qu'on appelle le SamBot chez nous, un compagnon du collaborateur dans son parcours. Parmi les internautes, il y a une question de Gérald qui demande si tu peux nous parler des KPI mis en place pour mesurer l'efficacité, à part le NPES. Déjà, NPES. Alors, complètement, et c'est une dimension que je n'ai pas évoquée et qui est importante dans le parcours collaborateur. Si on veut pouvoir s'améliorer, il faut pouvoir mesurer finalement sur chacune des briques du parcours 2 dimensions.
la qualité réalisée et la qualité perçue. La qualité réalisée, c'est de venir se dire, quels sont les éléments mesurables que je me suis posé dans ma stratégie qui peuvent me permettre de dire que je suis au rendez-vous. Et derrière ce qui est réalisé, il y a la perception du collaborateur. Et donc, au travers des enquêtes, on peut avoir des éléments qui nous permettent de quantifier. Alors, souvent, les enquêtes, au départ, elles sont très globales. Notre volonté, c'est vraiment sur chacune des briques du parcours de pouvoir avoir cette qualité perçue. Très bien. Donc, double KPI. D'accord. On passe du coup à Bertrand. Donc, Bertrand qui est directeur produit et marketing de Digipost. Tu vas maintenant nous apporter ta vision sur la digitalisation RH et l'expérience collaborateur avec des exemples de solutions qui marchent. Mais avant tout, est-ce que tu peux déjà nous présenter Digipost en 30 secondes, si c'est possible? Oui. Donc, Digipost, c'est une solution qui est mise à disposition des collaborateurs. C'est un coffre-fort numérique, en fait, pour la dématérialisation des bulletins de paye et puis tous les autres types de documents RH qu'on peut du coup envoyer, partager à ses collaborateurs. Voilà, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et quelles sont tes convictions concernant l'apport de la digitalisation RH à l'expérience collaborateur? Moi, peut-être, je vais rebondir sur le propos de Thomas en introduction, là, qui disait que l'expérience collaborateur, ça touchait en fait quatre domaines qui étaient les conditions du travail, le contenu de son travail, le sens et puis la relation au travail. Et je dirais que la digitalisation des outils, ça a un impact principalement sur les conditions de travail et sur les relations de travail entre les collaborateurs. Et donc, on a une expérience collaborateur qui passe du coup par ces outils numériques qui sont mis à disposition des collaborateurs. Et puis, on l'a vu, Thomas l'a dit, mais l'a dit aussi, avec la période qu'on a connue, la période Covid, on a l'usage de tous ces outils numériques qui s'est vraiment très fortement diffusé, développé dans la sphère professionnelle. Les exemples de signature électronique, de coffre-fort numérique, d'outils pour gérer ses congés, pour gérer également ses notes de frais, et puis même l'organisation du travail au quotidien pour faire les réunions à distance, etc. Donc, vraiment, ça a connu un essor très important. Et du coup, cette accélération, ça a renforcé aussi la nécessité d'avoir des outils numériques pour tous, qui soient performants, bonne qualité de service, soient aussi agréables à utiliser, simples à utiliser. Voilà, et ça va faire partie intégrante de l'expérience collaborateur. Et puis peut-être aussi pour faire écho à ce que Thomas a dit en introduction sur l'adoption, parce qu'on dit qu'il y a une très forte croissance, mais c'est vrai que pour autant, on constate qu'il y a encore une marche à passer, et nous aussi sur la dématérialisation des bulletins de paye. On voit aujourd'hui, grosso modo, et seulement 40% des salariés, des collaborateurs qui reçoivent un bulletin de paye sous format numérique parmi les 15 millions de la population active dans le privé. Donc, il y a encore 60% qui n'ont pas encore basculé dans ces usages. Et pour autant, c'est des leviers sur la satisfaction et l'expérience des collaborateurs. Qu'est-ce que vous proposez chez Digipost pour une expérience digitalisée à même d'améliorer l'expérience collaborateur? Donc, nous, en fait, ce qu'on propose, ce que je disais quand tu me posais la question sur qu'est-ce qu'on faisait, en fait, on a un service de coffre-fort numérique qui est mis à disposition des collaborateurs. C'est un outil qui lui est personnel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir garder même au-delà de sa relation en tant qu'employé avec son entreprise, et dans lequel il va pouvoir recevoir tous ses bulletins de paye sous format numérique et puis tout autre type de documents venant de son employeur. Donc, pour le collaborateur, en fait, il y a des apports qui sont assez évidents, qui sont vraiment liés à un usage numérique classique. Déjà, alors ça, c'est propre à notre activité et à la réglementation. Les bulletins de paye sous format numérique qui sont dans Digipost, ils ont la même valeur légale que le format papier. Donc, on peut vraiment, du coup, se débarrasser du papier, de les avoir à les stocker, à les conserver dans des classeurs pendant des durées longues, puisque en plus, la réglementation impose une durée de conservation minimum de 50 ans
qu'on doit assurer aux collaborateurs. Donc ça, c'est un premier avantage. L'autre, c'est que dans l'expérience, du coup, on peut avoir accès à son bulletin de paye quand on en a besoin pour faire une démarche, quand on nous le demande comme justificatif. En fait, n'importe où, n'importe quand, y compris via une application mobile. Donc, il y a vraiment une notion d'accessibilité à tout moment. C'est aussi plus rapide parce que du coup, le bulletin de paye, dès qu'il est émis, hop, il est reçu dans son coffre-fort numérique. Donc, il n'y a pas les délais d'envoi, de mise à disposition. Et puis, on peut y centraliser tout autre type de documents, pas que le bulletin de paye. Et ça va du coup au-delà du cadre professionnel. On a aussi en termes d'usage personnel la possibilité en fait d'avoir tous ces documents importants. Là, c'était vu du collaborateur, mais il y a aussi l'expérience collaborateur en tant que professionnel RH. Et là, la dématérialisation, la digitalisation des documents RH, c'est aussi moins de tâches à gérer. Donc, il n'y a pas à gérer la dimension impression, mise sous pli, distribution. Il y a moins de demandes de duplicata, de bulletins de paye qui peuvent être perdus ou autres. Voilà, donc ça permet aussi au RH, en termes d'expérience, d'avoir moins de choses un peu chronophages à gérer et de se concentrer sur ces autres missions plus cœur. Et de votre côté, du coup, comment l'expérience collaborateur, elle s'expérimente dans le cadre des outils mis à disposition des salariés? Après, en tant qu'éditeur, en fait, proposer l'expérience collaborateur qui est réussie, le collaborateur étant nos utilisateurs, c'est vraiment dans notre ADN, c'est une question de fil rouge en fait dans le développement du service. Donc d'abord, il y a un point qui est très important et qui rejoint un peu une question qui a été posée là sur les KPI. Donc c'est comment est-ce qu'on prend en compte tous les retours des collaborateurs qui sont en fait des utilisateurs. Et donc ça, ce que nous on appelle la voix du client, c'est un dispositif où on prend en compte à la fois les retours qui sont exprimés sur le support. On fait des enquêtes satisfaction régulières sur les usages du service. Et donc, on va du coup ensuite travailler à prendre en compte les axes d'amélioration qui sont remontés. Donc ça participe à cette expérience. La simplicité de l'outil, c'est très important. Mélanie l'a dit, il faut que dans l'expérience, on ait des outils qui soient intuitifs et j'y reviendrai. Et puis la mobilité, puisque maintenant on a effectivement aussi des usages ou des pratiques de travail avec de plus en plus de mobilité, d'accès à distance à ces services. Puis un point qui est important aussi, c'est le fait que c'est des outils. Ça, dans l'expérience collaborateur, c'est très important pour couvrir en fait toutes les populations. Donc c'est la dimension de l'accessibilité numérique. Donc là, on est par exemple proposer des outils qui puissent être utilisés par toutes les personnes dans l'entreprise, à la fois celles qui peuvent être en situation de handicap. Donc là, il y a par exemple le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, où il y a plein de choses à faire pour que tout le monde puisse utiliser facilement ce type de service. C'est des points qui sont assez importants. Et également, la simplicité de l'utilisation, ça rejoint là la population plus dont Thomas parlait un peu réfractaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de populations même en entreprise sur ces usages d'outils et de services qui sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Et donc, il y a toute une dimension aussi pour faciliter cette expérience d'accompagnement des collaborateurs. Donc, ça passe par des choses assez classiques. On peut avoir des dispositifs d'aide en ligne, mais on peut avoir aussi du support humain avec de l'accompagnement support par téléphone, ce qu'on fait par exemple nous. Du chatbot, comme Mélanie en a parlé aussi. Et puis, même pour les collaborateurs RH, on a aussi des dispositifs d'accompagnement pour aider à faciliter un déploiement. Donc ça, des choses sont importantes. Et puis, je terminerai peut-être pour aussi mentionner dans cette expérience collaborateur l'importance de la confiance numérique. Pour utiliser et pour donc avoir une bonne perception aussi des services qui sont mis à la disposition des collaborateurs. Il faut que ce soit des services avec une véritable notion de confiance numérique. Donc ça veut dire s'assurer qu'on a une bonne protection des données, parce qu'on a des données personnelles qui sont utilisées avec ces outils, donc une bonne sécurité. Et puis aussi la notion de responsabilité
donc du numérique responsable, parce que ça aussi, c'est des tendances qui sont de plus en plus saillantes dans les attentes des collaborateurs, donc d'avoir des outils qui soient responsables à la fois d'un point de vue éthique, ce qu'ils font des données, d'un point de vue environnemental, et puis d'un point de vue inclusion numérique, j'en ai parlé, là c'est sur la partie de l'accessibilité. Voilà. Donc finalement, peut-être pour conclure, sur cette partie-là, c'est que on voit en fait, donc, encore une fois, j'ai mon prisme un peu éditeur de services numériques, mais on voit, nous, on travaille beaucoup sur les logiques d'expérience utilisateur, d'expérience client, donc on appelle l'UX ou la CX. Voilà, et c'est des pratiques où il y a beaucoup de processus associés à ça, de bonnes pratiques. Et en fait, ce qu'on voit émerger, c'est cette espèce de symétrie des attentions. Donc, le collaborateur est aussi, du coup, avec le même niveau d'attention que ce qu'on peut porter au niveau du client. Et voilà, et c'est aussi ce que matérialise un peu tous ces échanges autour de la EX, l'expérience collaborateur. Merci, très intéressant. Mais avant de passer aux questions-réponses, en fait, j'ai 3 questions à vous poser pour que vous puissiez confronter vos avis pendant 10-15 minutes. En fait, quel serait pour vous le conseil ou le facteur clé de succès, la chose vraiment importante à ne pas négliger pour réussir cette digitalisation liée à l'expérience collaborateur? Peut-être Thomas ou Mélanie. Mélanie, vas-y, je t'en prie, mais en fait, non, moi j'allais utiliser une phrase que toi tu as évoquée en fait. Alors déjà, c'est toujours difficile cette question du conseil parce que voilà, qui on est pour prodiguer quelques conseils, mais bon, puisque la question nous est posée, il faut se livrer à l'exercice. Tu as dit tout à l'heure, think big, start small. J'aime beaucoup cette approche. Voilà. Ma grand-mère qui parlait très mal anglais, elle aurait plutôt dit l'escalier se monte marche par marche. Et je crois que c'est dans cet esprit-là. L'escalier du digital ou de l'expérience collaborateur, il est très long, il est très haut, il est compliqué, il n'est pas facile. C'est une approche systémique, globale, transversale. Donc, quand on est en bas de l'escalier, on se dit waouh, on n'y arrivera jamais. Et ben, je crois qu'il faut au contraire penser ambitieux et grand et agir tout petit, lentement mais sûrement. Vous ne vous posez pas la question de ce que vous pouvez faire sur la digitalisation RH ou l'expérience collaborateur d'ici 3 mois. Posez-vous la question de ce que vous allez faire dans 3 heures. Chichement, mais encore une fois avec des effets un peu cliquets, d'éviter voilà, en ayant une vision globale. Donc, excusez-moi tous les deux d'avoir pris la parole, mais voilà, je me réappropriais think big, start small. Ça, c'est mon conseil. Eh ben, je vais enchaîner, Thomas, parce que je vais être en fait dans le même registre avec une autre façon de le dire. Une des expressions que je pose souvent, c'est il faut découper le mammouth. Et ça veut dire la même chose. Découper le mammouth, pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience collaborateur, elle est excessivement large. Et donc, on a besoin de poser une stratégie. Et derrière, quand on va attaquer les sujets, il faut pouvoir en fait découper de façon à prendre chacune des étapes et voir comment on peut créer de la valeur. Comprendre là où sont les nœuds pour pouvoir agir et pas forcément de manière globale, mais bien étape par étape, marche par marche, Thomas. Chez nous, on dit la théorie des petits pas, donc, mais je pense que ça rejoint aussi ça. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est l'expérience collaborateur, ça touche tellement de choses que c'est quelque part presque une démarche systémique d'amélioration continue. En fait, on n'en a jamais terminé. Et l'idée, c'est d'y aller progressivement, step by step, et avec effectivement en apportant des preuves dans chacune des directions. Je me demandais, est-ce que c'est facile de mesurer l'expérience collaborateur et la performance du coup de votre action? Bertrand, peut-être. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Nous, en fait, la manière dont on le mesure, on a à la fois, puis ça rejoint aussi ce que Mélanie disait, c'est-à-dire ce qu'on constate dans la réalité des indicateurs et puis la perception.
Et donc, nous, on le mesure notamment dans la réalité des indicateurs, les taux d'adoption, c'est-à-dire les taux de dématérialisation en bulletin de paye, avec donc les taux d'usage, en fait, qui sont constatés. Et puis, à côté de ça, on le constate, on le mesure par le recueil de la perception des utilisateurs, donc des collaborateurs, avec des enquêtes de satisfaction régulières et encore une fois le suivi aussi des commentaires ou des notes qui peuvent être faites sur des dispositifs comme les stores d'applications mobiles sur lesquels notre application est téléchargeable, etc. Et tous les retours aussi service client au support sont analysés de la même manière pour là aussi voir les axes les niveaux de satisfaction et les axes d'amélioration. Est-ce que vous voyez d'autres choses auxquelles il faudra faire attention, vraiment des points de vigilance, par exemple en matière de sécurité des données, de déploiement? Peut-être Mélanie Alors effectivement, dans les points de vigilance, on peut en avoir plusieurs. Il y a un premier point que tu viens d'évoquer, Fabien, c'est autour de la sécurité. Et Bertrand en a parlé, les problématiques, les dangers également du shadow IT en termes de RGPD, en termes de sécurité. On pourrait voir d'autres points de vigilance. J'en ai deux en tête. Le premier, il est technique. C'est autour de l'APIisation des outils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment les systèmes d'information, en fait, se parlent entre eux de façon à ce que le collaborateur n'ait pas à ressaisir la data et que l'expérience soit fluide. Et puis, dans la partie technique, c'est aussi penser data dès le départ dans la mise en place des outils de façon à pouvoir derrière monitorer les éléments. L'autre partie, elle concerne plus cette fois-ci les usages, comment, encore une fois, c'est fluide, comment on va rendre service aux collaborateurs et derrière ça, comment toute la complexité devient non visible. Autrement dit, comment le collaborateur n'est pas confronté à de la complexité, mais que ça devient très simple, y compris quand il va changer d'outil. Et donc, encore une fois, travailler la complexité pour la rendre invisible. Il peut y avoir des questions aussi autour de l'usage, de se dire on n'est pas qu'un seul utilisateur, on n'est pas que le collaborateur à utiliser le produit généralement, on a également peut-être son manager, peut-être également la file RH, puis des administrateurs et comment en fait chacun de ces utilisateurs a bien une expérience qui est la plus simple possible, la plus fluide possible. Dernier point, et j'en aurais peut-être terminé sur ces points de vigilance, c'est de se dire aussi que la dimension fréquence d'utilisation, elle est importante. Comment est-ce qu'on fait quand un produit n'est pas utilisé tout le temps? Je pense par exemple aux notes de frais. Pour ceux qui vont l'utiliser tous les mois, c'est simple, en fait, le geste, il est là. Par contre, un collaborateur qui va faire sa note de frais une fois tous les 6 mois, eh bien, il y a un réapprentissage, entre guillemets, qui doit être fait. Comment bien penser ce système-là également? Thomas et Bertrand, est-ce que ce que vient de nous dire Mélanie, ça vous inspire quelque chose? Peut-être, moi j'ai juste un point, par exemple, Thomas, sur je pense que la dimension dans un projet aussi de digitalisation qui en vue aussi de favoriser l'expérience collaborateur, on a cette partie accompagnement. Je vois aussi quelques questions peut-être sur l'accompagnement et de la gestion de cette transition. Donc, pour donner un retour d'expérience sur un projet de dématérialisation donc, du bulletin de paye, en fait, c'est des projets qui vont plutôt être dans un ordre de grandeur de 3 à 6 mois pour que l'adoption elle soit complète. Et elle nécessite quand même de l'accompagnement qui peut être géré, par exemple, sur des périodes de transition où, en fait, on a les deux usages qui coexistent. Dont on fait beaucoup. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le double flux. C'est-à-dire il y a un flux dématérialisé et un flux papier qui coexistent pendant un temps. Le collaborateur, il reçoit les deux pendant un moment, le temps de s'approprier la solution. Et aussi, pour donner des exemples concrets, le fait de pouvoir, quand on bascule sur la dématérialisation numérique, c'est un instant T. La dématérialisation du bulletin de paye, pardon, c'est un instant T. Donc, à partir de cet instant T, on aura tous nos prochains bulletins de paye sous format numérique. Mais
quid de notre historique, eh ben, on peut aussi travailler sur des sujets où en fait on assure la reprise de l'historique, donc on digitalise les archives de bulletins de paye d'avant le déploiement pour les mettre aussi à disposition du collaborateur. Alors, ça, c'est des éléments qui sont assez concrets et qui montrent voilà, qu'il y a plein de petits leviers qui vont favoriser au final l'expérience collaborateur globale sur un service. Thomas ? Oui, non, je voulais juste déjà vous entendre, Mélanie, Bertrand, c'est passionnant parce que on a à la fois une belle hauteur de vue et des choses très concrètes et opérationnelles. Donc, je dirais même, je parle en RH, moi je vous écoute et j'ai envie d'y aller pour compléter nos dispositifs existants. Je voulais juste revenir sur. Tu as posé une question qui était sur la performance et les KPI. Donc, il y a eu les deux réponses, mais en fait, on peut se poser la question, et ce qui est toujours compliqué en RH, de la performance de la démarche. Qui est de dire, c'est bien gentil, mais en fait, l'expérience collaborateur, ça me rapporte quoi? Comment je peux factualiser cela pour notamment aller voir mon codir en me disant, attention, ça va me rapporter combien? Parce qu'on sait souvent combien ça nous coûte, mais pas forcément combien ça nous rapporte. Et comme dans toutes les choses humaines, c'est très compliqué à factualiser. Alors, nous, on a essayé de tangibiliser cela au travers du baromètre. Donc, vous avez des éléments de réponse dans le baromètre, mais je vous en donne juste un indicateur, mais en fait, qui se décline en deux. Les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur ont un effectif, ont des collaborateurs qui sont plus engagés de 12 points que les autres entreprises et qui ont moins de salariés désengagés que les autres de 10 points. Donc, on a plus de salariés plus motivés et moins de salariés moins motivés. Et ça, c'est assez, c'est assez constant quand on mesure le bénéfice. Là, j'ai juste abordé la notion d'engagement qui est quand même centrale aujourd'hui. Donc oui, il y a évidemment des bénéfices à mettre, des bénéfices pour sortir un KPI. Et tout à l'heure, on parlait de l'escalier. En fait, mais ça a été dit aussi, c'était mon deuxième point, c'est en fait, l'escalier, il se monte marche par marche, mais surtout, il se balaye par le haut et il se construit par le bas. Il se balaye par le haut, ça veut dire qu'on ne fera rien si on n'est pas exemplaire. On a parlé d'ailleurs d'expérience RH des collaborateurs, enfin en tout cas l'expérience des collaborateurs RH. Donc il faut presque, j'ai envie de dire, chère fonction RH, soyez égoïste, commencez par vous-même parce que vous allez devoir infuser cette dynamique-là. Et donc si vous-même, vous n'êtes pas bien dans vos baskets en termes d'expérience collaborateur, ça va être dur de prêcher la bonne parole. Donc soyons exemplaires pour les managers, etc. Et tentons de l'être encore plus. Hein. C'est un peu une finalité jamais atteinte. Donc l'exemplarité sur l'expérience collaborateur commence par soi-même. Le deuxième chose, c'est que l'escalier se construit par le bas. Et il y avait des questions là-dessus qui sont mais comment est-ce qu'on fait quand les collaborateurs ne veulent pas? Ben, on fait avec eux. Mais ça a aussi été dit, c'est-à-dire que l'escalier ne se construit pas top-down, il ne se construit pas d'en haut en disant tiens, on a pensé une super expérience collaborateur, la voici, maintenant vivez bien, chers amis collaborateurs. Il se construit avec les collaborateurs, avec des dynamiques d'écoute, mais ça peut être des écoutes outillées, structurées, ou des écoutes formelles, des écoutes informelles, en fait un peu toutes les techniques marketing qui existent, appliquées à la fonction RH, pour pouvoir impliquer, impliquer, j'ai presque envie de dire, j'utilise un gros mot, presque le client de ce parcours-là. Si le parcours proposé, le client n'en veut pas, et ça a bien été dit sur les KPI de la part de Mélanie, qui était de dire, mais si le vécu n'est pas à la hauteur du service rendu réel, il faut combler cet écart, il faut que ces démarches soient congruentes. Voilà, l'escalier se balaye par le haut, se construit par le bas et se monte marche par marche. Si quelqu'un peut filer la métaphore, on peut poursuivre sur cette idée. Écoutez, maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses, justement. On a à peu près 15 minutes. Effectivement, il y a des questions qui se rejoignent de Noémie et de Camille. Camille qui demande comment accompagner les salariés pour les inciter à utiliser les outils digitaux RH. Et Noémie qui demande comment faire quand les collaborateurs ne répondent pas aux enquêtes, si vous avez des techniques pour avoir un retour terrain. Donc du coup, effectivement, et quelle est l'importance de l'accompagnement au changement dans tout ça? Qu'est-ce que ça vous inspire?
La question, c'est comment faire pour que les collaborateurs ne… Quand les collaborateurs ne répondent pas aux enquêtes, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, comment accompagner les salariés pour les inciter à utiliser les outils aussi? Je me permets juste une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais être un peu taquin, parce que qu'est-ce qui se passe quand un client ne veut pas répondre à votre enquête? Je parle d'un client en termes business. C'est qu'on a déjà un petit problème. Donc, il faut trouver, ce n'est pas au client de changer. C'est bien à nous d'essayer de trouver les modalités d'échange, les modalités de recueil de l'information. Et comme je l'évoquais, peut-être que la modalité d'échange était quelque chose à voir avec le collaborateur. Est-ce que vous préférez un focus group? Est-ce que vous préférez une interview? Est-ce que vous préférez un atelier? Est-ce que vous préférez un outil digital très simple avec 3 questions par semaine? Est-ce que vous préférez une enquête plus solide, semestrielle? Quelles sont les bonnes modalités de recueil de l'information? Sans l'avis, et ça a été très bien dit aussi, sans l'avis des collaborateurs, on ne peut pas se corriger. Si on ne mesure pas leur perception, la première étape, c'est l'écoute, c'est d'avoir les bons capteurs. Donc, si on n'a aucun retour collaborateur, sauf à être Dieu tout-puissant et savoir ce qu'ils ont dans la tête, dans les tripes et dans le cœur, la démarche est vouée à l'échec. Donc, c'est d'une certaine manière, Noémie, je vous rejoins. Il faut trouver les bons capteurs. Oui. Et donc, moi, je l'ai évoqué tout à l'heure sur cette partie recueil des retours utilisateurs, collaborateurs, et puis également les KPI de la réalité de l'usage, de l'utilisation, de l'adoption. Et puis, il y a aussi un indicateur, j'en ai pas parlé, mais je vois une question dessus sur la partie comment on embarque les finances aussi dans ces sujets. Il y a également des indicateurs financiers qu'on peut apporter sur un projet de digitalisation. Donc, ils sont alors ceux qui touchent autour des bénéfices ou les avantages de l'expérience collaborateur sont peut-être un petit peu plus difficiles à quantifier, si ce n'est en termes du coup de pouvoir garder ses talents. Mais indépendamment de cela, il y a des indicateurs financiers directs de retour sur investissement quand on bascule sur la digitalisation, que ce soit sur les processus. Donc Mélanie en reparlait de notes de frais, de pause de congé, pour ce qui nous concerne de dématérialisation des bulletins de paye et documents RH. La digitalisation, elle permet réellement de simplifier le travail des collaborateurs RH de ce point de vue-là, de raccourcir les étapes, d'aller plus vite et donc d'avoir un retour sur investissement financier direct également, qui est moins difficile, enfin qui est plus difficile à rattacher au sujet plus global de l'expérience collaborateur, mais qui néanmoins est quand même un élément à prendre en compte. J'ai une question moi, pour Mélanie. Dernier élément. Justement, vas-y Thomas. Non, mais justement sur ce sujet-là, comment toi as-tu pu vendre, entre guillemets, la dynamique en interne? Est-ce que tu as eu à le faire? Alors peut-être qu'au regard du groupe auquel tu contribues, c'était déjà dans l'ADN. Donc, est-ce que tu as eu des KPI comme ça financiers à proposer? La question, c'est pas posée parce que c'est dans la culture de l'entreprise d'être avec l'humain au cœur. Donc cette démarche, elle était juste de manière très simple en lien avec la stratégie de l'entreprise. Après, peut-être pour revenir sur les KPI, en fait, pour aller interroger les collaborateurs, il n'y a pas que les enquêtes. Et on sait, dans les taux de participation dans les enquêtes, que ça nécessite une animation. Et il n'y a pas que les enquêtes dans le sens où on peut avoir aussi des entretiens qualitatifs, on peut faire des focus group, on peut aller sur le terrain et faire un vie ma vie ou un Gamba Walk avec les collaborateurs. Et c'est une autre façon également d'avoir de la donnée. On peut avoir aussi le nombre d'anomalies remontées et de voir si l'augmente. Et c'est aussi une façon de voir ce qu'il en est pour pouvoir améliorer le process, l'outil. Et ensuite, sur les enquêtes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et vous-même en tant que
client quand vous êtes sollicité sur une enquête, c'est que je suis collaborateur, je réponds à une enquête, j'ai besoin de voir que ça bouge derrière. Parce que la fois suivante, et on fait des enquêtes trimestrielles, quand on voit qu'il n'y a pas de choses qui ont bougé, ben on se dit à quoi sert cette enquête. Donc il est important toujours que derrière une enquête de satisfaction, il y ait des éléments tangibles de mise en action et que ces éléments soient communiqués. 2 éléments. Il n'y a pas que les enquêtes et surtout la mise en action derrière visible. Alors, il y a une remarque d'Ingrid qui est intéressante. Elle dit que les RH, en tant que moteur de changement et d'utilisation, oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas, pour une meilleure adhésion, utiliser un panel interne d'utilisateurs qui seront moteurs pour insuffler la dynamique, car bien souvent, la décision émane de la direction et non des RH. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inspire quelque chose aussi? Alors, c'est peut-être lié à mon propos tout à l'heure. Probablement la... Vas-y, je t'en prie, Mélanie. Vas-y, Thomas. Non, vas-y, toi. Sur la dimension change, il y a des questions également dans la partie chat sur le sujet. En fait, on voit que c'est cette dimension change qui est absolument prépondérante. C'est-à-dire que si on pose un outil, si derrière le déploiement de cet outil, la mise en place de cet outil, elle n'est pas accompagnée, eh bien, on risque d'avoir un produit que les collaborateurs ne vont pas s'approprier. Et la façon dont on va inclure les collaborateurs dans la définition de cet outil en co-construction, alors pas forcément tous les collaborateurs, mais un panel représentatif ou sous forme de pilote, et ça va conditionner le fait derrière, c'est déjà une première étape de change, que l'outil répondra bien aux besoins des collaborateurs, mais aussi ça démarre finalement le projet. Derrière, une fois que le projet est posé, encore une fois, croire que quand on a communiqué, c'est bon, c'est fait, c'est pas suffisant. Il y a vraiment une dimension d'accompagnement sur le terrain qui est important et de laisser, et ça c'est pas facile dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, laisser le temps de l'appropriation en fait. Et déployer plusieurs outils en même temps, il faut être vigilant à la charge mentale que ça induit de transformation qui, en effet millefeuille, viennent se mettre sur les autres transformations. Donc, bien séquencer, c'est pas forcément simple, mais dans quelle mesure on peut bien séquencer les déploiements, le pas à pas, le marche par marche. Dans les déploiements de bulletin de paye numérique, on fait souvent aussi des déploiements pilotes avec donc on pourrait appeler ça des panels de collaborateurs, mais donc une petite population de collaborateurs qui font le déploiement dans un premier temps. On embarque aussi généralement les CSE, hein, donc ça rejoint aussi l'aspect réglementaire, mais donc il y a une obligation d'informer les instances représentatives avant tout déploiement du projet. Voilà, donc ça passe aussi par ça. Il y avait une question sur les limites de la digitalisation. Est-ce qu'il y a aussi une limite dans le sens où on a besoin aussi quand même de documents papier, par exemple, ou ce genre de choses? Quelle est la limite en fait à la digitalisation en matière d'expérience collaborateur? C'est limite une question métaphysique en fait. En fait, mais je vais répondre juste très simplement, mais je pense que la limite, c'est de confondre la fin et les moyens. C'est-à-dire que quand on confond la digitalisation comme étant une finalité et non comme un moyen, c'en est la limite. La digitalisation, on doit apporter de l'efficacité et presque une plus forte humanisation, une reconnexion. En fait, la société est digitale, donc si l'entreprise veut faire écho au monde, être bien ancrée dans le monde contemporain, elle doit être digitale. C'est même plus une question en fait. Ça doit plus être une question, et ça l'est encore aujourd'hui. En revanche, si on dit tiens, on va supprimer des personnes de l'équipe RH parce que on va transformer une interface machine au lieu d'une interface humaine, je pense qu'on a tout faux. Mais il ne faut pas être justement dans une posture dogmatique de
d'affrontement des deux. Les deux ne s'opposent pas. Digital et humain, c'est parfaitement compatible. D'ailleurs, on en a deux parfaits exemples. Donc, on peut être totalement digitaux. Et si c'est fait dans un esprit qui est celui de l'efficacité, de l'organisation et de la dynamique de la fonction RH et de cette meilleure expérience collaborateur, je ne vois pas où. Il y a peut-être des freins, je ne vois pas, il y a des freins RGPD, des freins techniques, des freins légaux, bien évidemment. Mais sinon, voilà, je pense que ne confondons pas la finalité et les moyens. Moi, quand je vois que quand les limites sont dépassées, c'est souvent qu'on a confondu les deux. Ok. Alors, il y a une question de fatigue qui est intéressante aussi. C'est comment exploiter les données digitalisées des collaborateurs pour instaurer leur parcours professionnel, enfin pour le développer en fait. Peut-être Mélanie. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. L'utilisation des données digitalisées des collaborateurs pour développer leur parcours professionnel. Est-ce que c'est important? Alors, je peux peut-être expliquer comment c'est fait aujourd'hui chez Leroy Merlin. Il y a, et c'est depuis longtemps, vraiment l'accent qui est mis sur le développement des collaborateurs chez Leroy Merlin. Comment, voilà, quelqu'un qui peut commencer d'ailleurs comme alternant chez nous, comme conseiller de vente, va passer responsable de rayon, chef de secteur, directeur de magasin. On a des parcours comme ça et vraiment une culture de ce développement et d'un projet professionnel qui permet aux collaborateurs de grandir avec des éléments sur lesquels il va pouvoir apprendre des choses de l'ordre de son métier, mais également grandir avec vraiment des formations de développement personnel. Donc, la façon dont on a digitalisé dans un premier temps la formation, c'est de mettre à disposition, on a plus de 1500 formations qui sont en ligne et accessibles depuis les smartphones par nos collaborateurs. Ensuite vient le processus d'évaluation, de développement et le processus où on va pouvoir, pour chacun des collaborateurs, poser le parcours professionnel. Tout ça, ça a été digitalisé et on a un outil maison qui s'appelle MyDev, en fait, dans lequel, chaque année, chaque collaborateur va pouvoir, parce qu'on a une culture du feedback qui a fortement été développée depuis 5 ans, dans le cadre de son évaluation, aller rechercher de manière digitale ou en vis-à-vis des feedbacks. Et ça va être enregistré dans l'outil. Ça va permettre de donner de la matière pour pouvoir réaliser un entretien de développement qui se veut de manière annuelle et permettre, grâce à cet éclairage également, d'aller chercher, puisque les feedbacks ils sont positifs et constructifs, d'aller chercher une voie et de venir poser, et ça aussi c'est digitalisé, quel est le parcours professionnel que je souhaite avoir. On appelle ça l'entretien professionnel, dans lequel on va poser des voies et on va se dire, et ça aussi c'est digitalisé finalement, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir aller chercher cette nouvelle mission. Et derrière chacune de ces compétences, eh bien, il y a des actions de développement, ce qui peuvent être de la formation, mais qui peuvent être aussi du coaching, du vie ma vie, le fait, on en a une bonne trentaine, et d'aller rechercher finalement les éléments. Donc, en fait, quand on dit utiliser les données du collaborateur, c'est plus de quoi a envie le collaborateur dans le cadre de son parcours et comment le digital va aider en fait à rassembler toutes ces informations à un endroit pour pouvoir faciliter l'accompagnement de la part du manager et de la RH et puis au collaborateur de cheminer dans sa réflexion de manière accompagnée. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très clair. Deux questions aussi qui se rejoignent un peu de Noureddine et d'Ingrid. Comment convaincre les collaborateurs à adopter la culture de la digitalisation et comment vous embarquez les CSE dans tout ça? Comment faire pour convaincre vraiment les deux? Est-ce que c'est facile déjà? Peut-être, après, moi je rejoins ce que disait Thomas tout à l'heure. Donc, on a une société qui se digitalise. Donc, en fait, là, on est juste dans le monde dans lequel on vit et même ça facilite derrière
les démarches ou autres, là encore, je reprends un exemple concret, mais vous avez besoin de faire un dossier la plupart des démarches maintenant administratives, elles sont digitales. Vous avez besoin de produire des justificatifs de revenus avec vos bulletins de paye, vous les avez nativement en numérique plutôt que d'avoir à les scanner. Tout le monde n'a pas de scanner chez soi, etc. Donc, c'est des éléments de réponse. Peut-être, moi, ce que je voulais quand même apporter comme point, c'est que c'est important, c'est que ces sujets-là, en fait, ça concerne tout type de structure, toute taille d'entreprise, et donc tous les collaborateurs. Et ça, c'est ce qui vraiment me frappe. Encore une fois, cette tendance l'attention qu'on porte de plus en plus sur l'expérience collaborateur, c'est qu'on le voit à la fois sur les très grandes entreprises. Donc, Digipost, par exemple, on fait la dématérialisation ne serait-ce que des salariés de la Poste, c'est 250 000 salariés en France, donc c'est énorme, mais on a plus de 12 000 clients et on en a qui ont 2 ou 3 salariés. Et donc, on est vraiment de la toute très petite entreprise à la très grande entreprise et on constate vraiment que ces préoccupations-là de fournir des outils digitaux qui favorisent aussi l'expérience collaborateur, ce sont des préoccupations qui sont diffusées dans vraiment toute la société et toutes les entreprises. Alors, il est midi, mais on peut déborder un tout petit peu. En guise de conclusion, quel message on pourrait faire passer au DRH, finalement? Thomas, Mélanie, Bertrand? Pardon, mais je rebondis aussi sur ce que vient de dire Bertrand et aussi sur ce que vient de dire Mélanie. Ça répond pas directement à sa question, mais n'oublions pas qu'effectivement, à partir du moment où une entreprise a un salarié, il y a une expérience collaborateur. Voilà. Donc, alors, elle est conscientisée, elle est formalisée, elle est efficace, elle est performante, plus ou moins. Mais en revanche, un collaborateur, il vit quelque chose dans sa dynamique de collaboration, il a des émotions, il a des ressentis. Et donc, ça concerne bien toutes les entreprises. Et d'ailleurs, on voit bien que cette logique-là, même s'il y a ce leadership des grandes entreprises, il y a aussi l'ensemble du tissu économique français, constitué principalement de TPE, PME, qui est dans une dynamique très soutenue d'appropriation. Donc, je rejoins le propos de Bertrand, ça concerne toutes les entreprises, toutes les organisations, d'ailleurs, pas que entreprises, toutes les organisations, quel que soit le secteur d'activité. Deuxième point, ce qu'a dit Mélanie, ça répond à un certain nombre de questions, c'est de dire il faut que le collaborateur ait envie. Alors l'envie, ça ne se conjugue pas à l'impératif, quoi, hein, c'est comme aimer ou apprendre. Voilà. Et donc, il faut faire un peu du marketing de cela. En tout cas, comme dirait Johnny, il faut donner l'envie d'avoir envie. Et je crois que c'est ça, pour répondre à ta question, cette fois, le job de la fonction RH aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est aussi celui-là. C'est comment est-ce qu'on sort de la qualité du service rendu pour passer à la qualité du service. Alors zut, il y a un petit truc, une pop-up qui vient, hop. De la qualité du service rendu à la qualité du service perçu. Les deux doivent être, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour répondre à ta question, en synthèse, je vais essayer d'aller vite. En fait, je pense que si la fonction RH se veut être transformatrice des organisations, on a parlé beaucoup de conduite du changement. Moi, je pense qu'il faut le devancer, le changement. Elle doit elle-même se transformer. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être conduire le changement dans le sens presque la voiture balai, mais elle doit être plutôt le bateau pilote. Donc, elle doit être l'aiguillon, le pionnier de cela, impulser, incarner le changement. Ça, c'est le premier point. Pour ça, elle doit redonner un peu les lettres de noblesse à son acronyme DRH. Tout à l'heure, il y avait une question sur mais la direction d'Ingrid, je crois, la direction ne nous donne pas les moyens. Mais le D de DRH, c'est celui de la direction, celui qui donne le sens à l'action. Alors, ça pourrait être le D du digital, hein. Ou, pour basculer sur Johnny, celui de la désirabilité de la destination commune. Où allons-nous ensemble pour créer une forme d'aspiration ensemble? Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et où allons-nous ensemble? Ça, c'est le D de la direction. Le R, c'est celui de la relation. On l'a parlé, l'expérience collaborateur, c'est celui des interactions, celui des échanges, celui du partage. En fait, la fonction RH doit être à l'organisation ce que l'œuf est à la mayonnaise. C'est-à-dire un agent de liaison, un créateur de liens, un tisseur de liens.
Et puis en fait, le H, c'est celui d'humain, on l'a évoqué aussi comme finalité, mais bon, une organisation humaine, c'est un peu un pléonasme. Les organisations, elles sont faites par les femmes et les hommes. Et peut-être qu'on peut avoir cette utopie de tendre vers humaniste pour le H, donc une organisation faite pour les femmes et les hommes. C'est pour moi ça la mission de la fonction RH. Et en fait, Mélanie a aussi évoqué tout à l'heure, on a dans notre ADN le fait d'avoir l'humain au cœur. Et je pense que l'expérience collaborateur peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire de remettre pas uniquement les femmes et les hommes au cœur de l'entreprise, mais de remettre l'entreprise au cœur des femmes et des hommes. C'est recréer cet affectio societatis qui, mine de rien, dans la société moderne, a tendance à se déliter, plutôt que de dire. Je rebondis. Non, pas de souci. Non, je rebondis juste sur une question de Noureddine qui dit que la digitalisation RH, ça demande des fois de recruter une personne qui fait cette tâche. Du coup, est-ce que effectivement la digitalisation et l'expérience collaborateur, est-ce que c'est au DRH de s'en occuper tout seul ou est-ce qu'il faudrait peut-être dédier une équipe entière à ça? Voilà. Pardon, je ne voudrais pas préempter la parole, mais il y a une enquête dans le baromètre sur cette question. Et le fait qu'on puisse se poser la question, moi, me fait réagir. On pose la question au DRH, est-ce que c'est stratégique? 90% des DRH disent c'est stratégique, ça concourt à la performance des organisations, ça repositionne la fonction RH en acteur important de l'organisation, ça concourt à la qualité de vie au travail. En fait, les bénéfices de l'expérience collaborateur, tout le monde est d'accord. Quand on pose la question aux professionnels RH, qui doit porter le sujet? 40% des DRH nous répondent pas nous. 60% répondent les DRH. Mais 40% nous répondent non, la direction générale, comme si n'en faisait pas partie ou comme si c'était un peu diffus. Une fonction dédiée, l'expérience collaborateur, le marketing, la communication ou une autre fonction. Alors, bien, c'est pas parce qu'un sujet est l'affaire de tous, ça concerne les collaborateurs, les managers, l'ensemble des fonctions transverses, qu'il ne nous faut pas un pilote dans l'avion, quoi. Donc la sécurité de l'avion, elle concerne tout le monde, mais pas que le pilote, mais notamment le pilote. Il nous faut absolument un pilote et ce pilote doit être la fonction RH. Et le digital fait partie de l'activité RH au même titre que l'expérience collaborateur. De mon point de vue, je crois que c'est se tromper de mission que de se poser cette question-là. Et que, enfin, voilà, je réagis plus que je ne réponds à la question. Et moi, je voulais répondre à une question complémentaire qui est avec beaucoup de votes là sur l'influence du domaine d'activité ou du secteur d'activité dans le facteur de réussite sur la digitalisation de l'expérience collaborateur. Et en l'occurrence, là encore, tout comme la réponse sur la taille des organisations, la réponse est la même en fait sur le secteur d'activité. Nous, on constate vraiment aussi sur la dématérialisation côté documents RH, bulletin de paye, qu'il n'y a absolument pas de secteur d'activité dans lesquels ça se passe moins bien ou mieux. Enfin, en tout cas, qu'il y a vraiment, là encore, ça concerne de la même manière tous les secteurs d'activité. Et là encore aussi, avec l'accompagnement qui de toute façon est important, on arrive à avoir des très bons taux d'adoption sur ces projets. Mélanie, peut-être que vous avez un mot de la fin. Peut-être pour conclure, Fabien, tu posais la question finalement autour des DRH, quelle position, quel conseil. Je pense que la fonction DRH, c'est d'être business partner et on s'occupe de nos clients, on s'occupe de nos collaborateurs. Et peut-être que ça pourrait être l'objet d'une prochaine table ronde, en tout cas la dimension symétrie des attentions. Et on l'a évoqué, au travers de la digitalisation, c'est le cas pour les clients, c'est le cas pour les collaborateurs. Cette dimension symétrie des expériences, elle est également essentielle pour le devenir de ce que vont vivre nos collaborateurs demain. Très bonne conclusion. Merci à tous les trois d'avoir été là pour cette table ronde exceptionnelle. Donc, je rappelle donc Thomas Chardin, qui est dirigeant fondateur de Parlons RH, Mélanie Croisier, qui est leader expérience collaborateur de Leroy Merlin,
et Bertrand Dolbeau, directeur produit et marketing de Digipost. Vous nous avez permis d'éclairer cette thématique très intéressante avec brio. Merci à vous tous aussi de nous avoir écoutés. Il y avait énormément de questions et donc merci à vous. Et pour ceux qui veulent revoir cette table ronde en replay, vous la recevrez par email après la conférence. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour une autre table ronde autour des problématiques passionnantes de l'écosystème des RH. Voilà, à bientôt et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Au Merci revoir, Mélanie, bonne merci journée. Bertrand. Merci à tous. Merci beaucoup.